Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. En 2005, la division Volkswagen Commercial Vehicles a annoncé son intention de développer un pick-up fiable et robuste, qui jetterait les bases de la quatrième gamme de véhicules utilitaires de la marque. Les Allemands sont des gens sérieux, qui n'ont pas l'habitude de lancer des paroles en l'air. À l'automne 2008, lors de l'exposition de Hanovre, un concept portant un nom simple, le VW Robust Pickup Concept, a été présent dans la version d'un véhicule spécial pour les services de secours, et un an plus tard, en décembre 2009, les premiers pick-up sont sortis de la chaîne de montage de l'usine Volkswagen de la ville argentine de Pacheco. Initialement, il était prévu que la voiture soit assemblée non seulement en Argentine, mais aussi dans l'usine principale de la marque à Hanovre, mais en raison de la crise financière de 2009, le lancement de la production de la nouveauté en Europe a été reporté. Et cette question n'est revenue qu'en 2012. Naturellement, le modèle a également reçu son propre nom, Amarok. Dans la mythologie inuite, Amarok est un être surnaturel qui apparaît aux gens sous la forme d'un loup solitaire. En outre, la deuxième couche associative a également été prise en compte lors du choix du nom. Dans les langues romanes, ce nom combine Amor, amour, et roc, rocher, pierre, ce qui devrait évoquer les talents de tout-terrain de la voiture. C'est du moins ce qu'ont assuré les experts de l'agence de conseil Interbrands, implique dans le choix du nom. Cette nouveauté se caractérise par une apparence spectaculaire et harmonieuse, ce qui n'a rien d'étonnant. Tous les travaux de conception ont été menés par le designer en chef du groupe Volkswagen, Walter Maria de Silva. D'un point de vue technique, la voiture était un pick-up typique de taille moyenne, construit sur un châssis. La suspension avant est indépendante, à ressort, sur deux bras en A, la suspension arrière est dépendante, à ressort à lame semi-elliptique. La gamme de moteurs comprenait initialement 4 moteurs à essence 2,0 TSI d'une puissance de 162 chevaux et toute une série de moteurs turbodiesel de 2 litres d'une puissance de 121 à 180 chevaux. Il pouvait être associé à une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports ou à une boîte de vitesse automatique classique ZF 8HP à 8 rapports. Transmission arrière, transmission intégrale commutable, shiftable 4 motions, ou transmission intégrale permanente, permanent 4 motions. Il convient de noter que les versions à propulsion arrière, ainsi que celles à cabine unique, n'ont pas été livrées en Russie. Il convient de noter l'absence de rétrogradation dans la transmission pour les versions à boîte automatique, les concepteurs allemands ont mis sur une première vitesse très courte dans la ZF 8HP, dans des conditions normales, la voiture démarrait à partir de la deuxième vitesse. Sur les voitures à boîte de vitesse manuelle, il est possible d'activer le mode 4x4 low. En outre, il est possible de bloquer le différentiel arrière et, sur les voitures à transmission intégrale permanente, un différentiel central autobloquant est utilisé. En 2016, la voiture a fait l'objet d'un restylage, mais nous nous concentrerons sur les versions prestylées. Aujourd'hui, ces voitures sont vendues sur le marché secondaire à un prix allant de 1 à 2,5 millions de roubles, ce qui correspond en principe au prix d'un UAZ Patriot ou d'un Geely Atlas 9. Mais pour prendre la bonne décision, il vaut la peine de se familiariser avec ce que les propriétaires du Volkov Single écrivent dans leurs commentaires. Le premier problème auquel sera confrontée une personne ayant décidé d'acheter un VW Amarok sur le marché de l'après-vente n'est peut être pas le meilleur état de la peinture. Les auteurs de nombreux commentaires se plaignent de la qualité de la peinture, la qualité du métal et de la peinture est complètement nulle. De la rouille. Du métal sous la peinture. La peinture se détachait. La peinture est nulle, à la 5e année de vie, la voiture a été presque entièrement repeinte, bien qu'elle ne rouille pas. Mais la peinture s'écaille très fortement, la peinture s'écaille sur les pierres, d'abord une petite trace, puis une tache avec une piste de 5 roubles. J'ai donc dû retoucher le capot, le toit au-dessus de la vitre, le côté gauche. La peinture a été faite par un spécialiste, c'était bien fait, mais c'était cher, l'Amarok est surestime. Il n'en vaut pas la peine, le métal n'est pas à la hauteur, la peinture non plus. En général, de nombreux propriétaires disent dans l'esprit, j'aime la voiture, mais la peinture pourrait être meilleure,
et se plaignent qu'après 5 à 7 ans d'utilisation, presque toutes les voitures ont déjà une peinture fatiguée et des problèmes de carrosserie. Ce sont surtout celles qui ont été utilisées, pour ainsi dire, conformément à leur destination qui souffrent. La voiture est un véhicule de combat, elle sera donc tôt ou tard couverte d'écorchures et de bosses. Par exemple, je n'ai plus un seul élément vivant après les forêts, les motiques et les expéditions. Je retouche la peinture et je continue. De plus, le vieillissement de la peinture affecte également l'impression générale, les grands modèles américains sont de plus en plus beaux au fil des ans, mais celui-ci, comme un vieil Allemand, perd rapidement sa fraîcheur. Il convient de tenir compte de cette vulnérabilité et de ceux qui souhaitent recouvrir la plateforme de chargement d'une bâche ou d'une cabine, que nous avons tendance à appeler Kung, bien que ce soit faux. Si vous mettez un Kung, il faut le faire à travers la mousse, sinon la peinture de la carrosserie s'écaille. Il est préférable de coller la carrosserie à partir du haut sur tout le périmètre. Outre la carrosserie, le pare-brise souffre également, la grande vitre attrape constamment des pierres, je la change une fois par an dans le cadre de l'assurance coque. Il y a des plaintes et cela très rapidement, littéralement après 30 000 km commence à se décolorer et à perdre l'aspect commercial du cuir, qui est recouvert d'un volant et de la poignée de la boîte de sélection. Un autre problème dont les propriétaires parlent et qui ne peut être ignoré est le kilométrage truc. Dans notre pays, cet acte n'est en aucun cas punissable, si bien que tout le monde est impliqué dans la fraude au kilométrage, même les concessionnaires officiels. L'un des propriétaires raconte ici comment il a vendu un Amarok avec un kilométrage de 180 000 km, je les donne en échange à un concessionnaire, qui la estime à 950 000 km, et j'ai pris une autre voiture. Aujourd'hui, j'ouvre le site, Opa, et mon Wolf est déjà en vente, tout beau, avec un kilométrage de 60 000. Merde, mais tu ne peux pas faire ça. Ou une autre histoire, il a été achète neuf en 2014 ans, Sochi Édition, courageusement, sans question et réclamation pendant 2 ans à vol 160 000 km et a été vendu, après quoi il a tordu le kilométrage en 2 fois et a vendu avec un plus 200 000 roubles. Après tout, le kilométrage réel est précisément l'indicateur qui vous permet d'évaluer la probabilité de devoir effectuer des réparations importantes. Il convient donc d'étudier attentivement le carnet d'entretien et de mesurer l'épaisseur de la peinture. Mais il ne faut pas s'attendre à de sérieux tours de passe-passe de la part de la suspension en général. La suspension est en or, la suspension est incassable, surtout à l'arrière, la fiabilité de la suspension est très bonne, tant pour moi que pour tous les conducteurs d'Amaro à qui j'ai posé la question. Aussi bien chez moi que chez tous les conducteurs d'Amaro à qui j'ai posé la question, la suspension est conçue avec une marge de sécurité maximale et c'est pourquoi, en 6 ans d'utilisation, il ne lui est rien arrive, elle ne grince même pas dans n'importe quelles conditions climatiques. Ce n'est pas un hasard si c'est la suspension que les auteurs des critiques considèrent comme l'un des principaux avantages du Lone Wolf. Et il ne s'agit pas seulement d'une capacité de survie très élevée, la suspension assure également une douceur de roulement décente. Y compris sur le sol et sur un mauvais asphalte, elle navigue doucement sur les pavés à travers les rails bas, la suspension gire parfaitement les bosses, elle est très confortable, après m'être assis sur cette voiture, j'ai complètement oublié les bosses. À n'importe quelle vitesse, elle passe les policiers couches. La voiture est élastique, elle n'oscille pas, elle est confortable. Les ressorts à la marrière, bien sûr, font monter la poupe, surtout s'il y a une version à 5 rangs de ressorts, conçue pour une tonne de marchandises. Quoi qu'il en soit, la suspension du VW Amarok offre un excellent comportement sur la route, nous en reparlerons, et la voiture ne présente pas des effets pick-up, prononce, c'est-à-dire le désir du propriétaire de transporter un bloc de béton pesant 300 kg dans la carrosserie juste pour le fonctionnement normal de la suspension arrière. En général, les auteurs des critiques évaluent de manière assez positive les volumes intérieurs du VW Amarok, il y a plus d'espace à l'intérieur du véhicule que dans une voiture de tourisme ordinaire, et le confort des sièges avant n'est en quelque sorte même pas à bord comme une évidence. La situation est un peu plus compliquée lorsqu'il s'agit d'estimer l'espace sur un canapé. D'une part, le canapé est assez large, et 4 adultes peuvent tout à fait y prendre place, en position de pointe, dans une situation critique. Tout est également normal lorsque seuls des enfants sont assis au 2e rang, l'espace est suffisant à l'arrière, il y a des chaises pour enfants, et les enfants sont très à l'aise. Mais les enfants ont tendance à grandir,
et la situation cesse alors d'être favorable. L'un des auteurs de commentaires sur l'internet l'a dit directement et a écrit « Il y a très peu d'inconvénients, mais il y en a. 1. Que j'ai grandi avec des enfants, il n'y a pas assez de 10 cm de longueur dans l'habitacle. Les sièges arrière sont certes confortables, mais l'inclinaison du dossier mériterait d'être légèrement augmentée. Ceux qui doivent y conduire des adultes, et ce, sur une longue distance, parlent surtout du manque de confort de la deuxième rangée. Il n'y a qu'un seul inconvénient, ce sont les sièges arrière sur une très longue distance. Quels sont les autres éléments de l'habitacle qui irritent les propriétaires? Peut-être seulement l'unité centrale, des inconvénients, une aide centrale obsolète, pas de connexion Internet et Bluetooth. Les cartes de navigation doivent être mises à jour une fois par an, et pour cette mise à jour, il est nécessaire de se rendre chez le concessionnaire. Naturellement, de nombreuses personnes préfèrent cracher sur la présence de la navigation intégrée et accrochée au tableau de bord. Ou au pare-brise un smartphone ou une tablette avec un logiciel de navigation, bon ici vous pouvez choisir l'option la plus adaptée à vos tâches. La plupart des propriétaires de « loup » sont très satisfaits du fait que l'Amarok peut être considéré comme l'un des rares pick-up, dont le confort de conduite et la maniabilité sont comparables à ceux des voitures et des crossovers. C'est d'autant plus important que de nombreux propriétaires de pick-up achètent leur véhicule en tant que substitut de la Jeep, sans prévoir de l'utiliser commercialement comme camionnette. Nous avons déjà abordé la question du confort dans l'habitacle, et la seule chose que les propriétaires du VW Amarok regrettaient: l'absence de réglage du soutien lombaire. Cette demande a d'ailleurs été satisfaite lors du restylage. Les auteurs des commentaires sont très satisfaits de la position du conducteur. Dans l'Amarok, on est assis comme dans une voiture, mais très haut. Si dans le L200 et le Hilux, on est assis comme dans une gazelle, ici, on est assis comme dans une voiture. Les auteurs sont assez satisfaits de l'aménagement intérieur. Oui, bien sûr, du plastique de chaîne, mais tout est très homogène. La stéréo native avec un écran, une caméra, un multirôle, des appareils, comme chez tous les Volk, beaucoup de niches de rangement. Et de porte-gobelets. Les sièges en Alcantara sont maintenant devenus mon standard de finition. En hiver il ne fait pas froid. En été il ne fait pas chaud, on ne glisse pas, plastique bien que chaîne, mais s'il ne touche pas, il est agréable à l'œil sans équivoque. Mais surtout, les auteurs des commentaires abordent le comportement de la voiture sur la route. Tout d'abord, je n'ai pas rencontré une seule revendication concernant les capacités dynamiques du pick-up. La dynamique est suffisante. Pour les yeux, 10,8 à 100 tout à fait. Sur l'autoroute, la vitesse n'est pas inférieure à celle des voitures de tourisme étrangères. Il n'y a absolument rien à dire sur le fonctionnement du tandem moteur turbo et boîte de vitesse classique ZF à 8 rapports. Cependant, si la boîte de vitesse ne suscite que des commentaires positifs, le moteur turbo de 2 litres dans son ensemble ne suscite ni négativité ni enthousiasme particulier. 2,0 bit est un agrégat discutable. C'est comme s'il n'était pas assez, mais comme. S'il était assez, c'est comme s'il en voulait toujours plus, mais comme s'il était toujours à la hauteur. Bref, un moteur typique de véhicule utilitaire, dont la puissance est suffisante pour qu'il remplisse sa tâche, d'ovaler, tirer, conduisez. Mais que le conducteur ne soit pas particulièrement détendu. Mais les déclarations des propriétaires d'Amarok concernant la tenue de route et la stabilité sur la route sont extrêmement enthousiastes. La voiture se tient très bien. On a l'impression de ne pas conduire un pick-up, mais une voiture de tourisme. Il se comporte comme un crossover, entre dans les virages comme s'il était colle, les roulis sont minimes, il tient bien la route et entre dans les virages à grande vitesse. On ne sent pas du tout les ornières, on ne se fatigue pas quand on parcourt de longues distances. Sur l'autoroute, il n'est pas pire que l'Audi A6, en ville, on a l'impression de conduire une berline ordinaire, mais on est assis en hauteur. La maniabilité est à la hauteur, nerveuse, précise, pas du tout bancale. En résumé, lorsque les propriétaires écrivent dans leurs commentaires que l'Amarok est nettement meilleur que les autres pick-up disponibles sur le marché en termes de confort de conduite, ils ont certaines raisons de le faire. En outre, beaucoup écrivent que l'Amarok surpasse les crossovers populaires du segment SUVC, tant en termes de confort général que de confort de conduite. Avant cela, il y avait le Honda CR-V qui était également une bonne voiture. Mais l'Amarok est meilleure, aucune voiture que j'ai eue auparavant n'avait une telle stabilité sur la route, un tel espace, un tel confort. C'est comme une forteresse sur roue, comme une maison. Je le compare à mon ancien Toyota RAV4, l'Amarok est bien plus confortable.
Et il est également très important que la Maroc offre un excellent confort de voyage non seulement sur les autoroutes à grande vitesse, mais aussi sur les chemins de terre et les niveleuses, sur les routes qui n'ont pas été déneigées après une chute de neige. Bref. Lorsque dans les critiques les auteurs promettent que vous apprécierez votre voyage sur n'importe quelle route et par n'importe quel temps, ils ont toutes les raisons de le faire. Mais le confort acoustique, selon les auteurs des critiques, laisse à désirer. Il n'y a pas d'isolation phonique dans la voiture, mais nous avons corrigé cela, maintenant c'est un peu mieux que dans le Tigan. Et c'est acceptable pour moi, écrit l'un des propriétaires dans son avis. En ce qui concerne les points négatifs, l'isolation phonique n'est pas très bonne, l'isolation phonique n'est pas très bonne. Écrivent d'autres propriétaires. Il convient toutefois de noter que, dans de nombreuses voitures, l'essentiel est le bruit produit par le roulement des pneus sur la route. Dans le cas du VW à Maroc, ce n'est pas le cas. Selon les propriétaires, le bruit de la route ne pénétrait pratiquement pas dans l'habitacle, probablement en raison de la structure du châssis, mais l'isolation phonique du compartiment moteur est nettement insuffisante, et le toit, selon eux, sonne comme un tambour. En fait, les critiques ne parlent pas beaucoup du problème du bruit, mais beaucoup notent que l'insonorisation n'est pas la meilleure. Parmi les graves défauts de cette voiture. Pourquoi les camionnettes ont-elles été inventées? C'est une question étrange, naturellement, pour transporter de petites charges. Petites, bien sûr, selon les normes des camions adultes. Les propriétaires d'un camion aussi léger que la Maroc, dont les créateurs ont essayé de le rendre aussi proche que possible d'une voiture particulière en termes de confort, considèrent sa capacité de chargement comme l'un des principaux avantages de la voiture. La Maroc est un pick-up qui peut facilement contenir un élan entier. La possibilité de transporter des charges surdimensionnées est souvent citée comme l'un des avantages de ce type de véhicule. Qu'est-ce qu'un plateau ouvert? C'est tout d'abord une résistance aérodynamique excessive, et donc une consommation de carburant accrue sur l'autoroute. Deuxièmement, il est impossible de laisser des objets de valeur sans y prêter attention. Troisièmement, la nécessité de déblayer régulièrement la neige de la carrosserie pendant les mois d'hiver. Tous ces problèmes peuvent être résolus par l'installation d'un couvercle ou d'une cabine, mais on perd alors la possibilité de transporter des objets surdimensionnés. Quelqu'un objectera qu'il existe des couvertures pliantes sur le principe des volets roulants. C'est vrai, mais elles ont leurs propres problèmes. Par exemple, en hiver, ils ont tendance à geler et à se bloquer. Chacun peut donc choisir l'option qui lui convient. Même avec le plateau de chargement recouvert d'un couvercle, dont les dimensions intérieures sont de 1555 x 1620 x 505 mm, vous pouvez charger plus d'un mètre cube de marchandises. Les propriétaires témoignent, en Carly, nous chargeons au maximum un bateau, un moteur de 9,9 CV, une grande tente, une cuisine, un réchaud de camping pour le bain, un réfrigérateur, un générateur, une tronçonneuse et même un chat. Il y a presque toujours quelque chose à l'arrière, en été, des cannes à pêche, des scooters, des vélos, et en hiver, des motoneiges et des baignoires. Et je les ai jetés là et oublie, mouille ou sale, cela n'a pas d'importance. Ou voici une déclaration intéressante, lorsque je les achète après Discovery 3, je pense qu'il serait lourd. Mais en fin de compte, il s'est avéré beaucoup plus pratique d'utiliser la carrosserie plutôt que le coffre. Il est intéressant de noter que le chargement a peu d'effet sur la dynamique et la tenue de route, la voiture ne réagit pas au poids, qu'elle soit chargée ou vide, l'accélération se dégrade d'une demi-seconde et la consommation augmente d'1 litre. Pour ceux qui utilisent la Maroc pour transporter des quads, des motos et des motoneiges sur leur lieu de promenade, il ne reste plus qu'à utiliser la carrosserie ouverte. Les propriétaires écrivent que la carrosserie peut accueillir un quadricycle ou 3 motos, et que les anneaux de fixation de la charge disponible dans la carrosserie permettent de la tirer non seulement vers le sol, mais aussi vers la paroi avant. Mais seule la motoneige, sans plateforme supplémentaire dans la carrosserie, ne peut être transportée. Mais il y a une autre solution. Vous pouvez utiliser une remorque, d'autant plus que la Maroc est un excellent tracteur. Comme l'écrivent les propriétaires, les propriétés de traction en général sont excellentes, la remorque de 2 tonnes se tire avec beaucoup d'assurance. J'ai soulevé un bateau en rétrogradant sur une cale très raide, la voiture ne l'a pas remarque, il peut tirer un yacht sans trop d'effort. D'une part, de très nombreux propriétaires expriment leur mécontentement quant au comportement de la Maroc en ville, mon opinion. Si vous vivez en ville, vous devriez avoir une deuxième voiture,
un camion est un camion, dans la vie urbaine de tous les jours. Comme un hippopotame sur la piste de danse. En effet, selon les propriétaires, il est possible de faire demi-tour sur une route à 2 voies en une seule fois, sans marche arrière. Et sans rouler sur le bas-côté, car l'angle de rotation des roues avant n'est pas inférieur, voire supérieur, à celui de nombreux gros véhicules tout-terrain. En ville, il est difficile de conduire en marche arrière jusqu'à une place de parking, et une grille en plastique sur la vitre arrière. Extérieur, protégeant les fenêtres des cargaisons surdimensionnées placées sur le couvercle d'un coffre, crée des difficultés supplémentaires pour voir vers l'arrière. Parfois, il faut sortir et évaluer les dimensions de la place de parking ou demander à quelqu'un de l'ajuster. Ainsi, littéralement, en quelques lignes, la même personne écrit « Le rayon de braquage pour un tel géant est faible » sur la Citroën C5, il était plus difficile de se garer. Hélas, les commentaires font souvent référence aux problèmes que les propriétaires peuvent rencontrer par temps froid. En principe, tous les moteurs diesel n'aiment pas beaucoup le froid et, idéalement, le chauffage Webasto installé en usine devrait résoudre radicalement le problème des démarrages à froid. Hélas, hélas. En hiver, à -30, il se transforme en glace, il faut une journée entière pour le réchauffer et le faire démarrer. Le moteur diesel a gelé un nombre incalculable de fois en déplacement, été-automne à 9C, hiver à 29C. Et il est impossible d'installer un chauffage, le réservoir, les tuyaux d'alimentation en carburant sont en plastique, ce qui est dangereux à chauffer. Le chauffage lui-même pose certains problèmes. Les propriétaires se plaignent dans leurs commentaires, là aussi, tout est fantaisiste. Il ne s'allume pas si le cerveau de la voiture calcule que le carburant est inférieur à 200 km. Ce paramètre peut être modifié, mais uniquement par Culibi. La deuxième astuce concerne l'algorithme de travail. Si vous démarrez bêtement le moteur à 15 et en dessous, vous pouvez rester debout et attendre le réchauffement jusqu'à l'été, à ce qu'il fasse plus chaud dehors, Webasto s'éteint lorsqu'il y a peu de carburant dans le réservoir, et lorsque vous le remplissez. Il peut ne pas s'allumer. Selon les auteurs des commentaires, ce problème ne peut être résolu qu'à l'aide d'un scanner de diagnostic, et les concessionnaires demandent au moins 1600 roubles pour ce service. Naturellement, les propriétaires considèrent qu'il s'agit d'une véritable escroquerie. Il y a aussi certains problèmes de visibilité, liés tout d'abord au fonctionnement des essuie-glaces. Les essuie-glaces ne finissent jamais, ils givrent, etc. Cette unite provient manifestement d'une voiture de tourisme et n'est pas adaptée à une telle inclinaison du verre, s'il fait plus de +5 à l'extérieur, le capteur de pluie vit sa propre vie. À des températures inférieures, les essuie-glaces ont 2 modes, marche et arrêt, de sorte que sur un long trajet, soit il racle sans s'arrêter, soit la main droite est toujours à l'œuvre, elle contrôle l'essuie-glace. Nous devons admettre que sur les forums des propriétaires de VW à Maroc, il y a une lutte constante, le Wolf peut-il être considéré comme une voiture fiable? Certains ont l'écume à la bouche pour prouver qu'elle peut et doit l'être, une voiture fiable et de qualité. Au cours de ces années d'utilisation, elle n'a pas eu besoin d'être réparée et n'a pas besoin de l'être, elle n'a changé que la serrure centrale de la porte avant gauche. Je connais des propriétaires d'Amarok qui ont parcouru plus de 500 000 km sans subir de réparation importante. D'autres s'opposent avec non moins de véhémence, j'ai possède la Maroc de 2012 à 2019. Une voiture sympa, si ce n'est qu'elle tombe constamment en panne. Les 2 dernières années, j'avais peur de l'utiliser, car elle pouvait caler ou ne pas démarrer, au cours des années de possession. Les coûts de réparation se sont élevés à 400 000 roubles. Il s'agit d'un récupérateur, d'une boîte de vitesse, j'échange 2 fois la turbine, 2 fois la révision du moteur. Lorsque je l'ai vendu, j'épousse un soupir de soulagement, tout a commencé par le remontage du démarreur, 15 000 roubles. En parallèle, le remplacement du joint de la pompe à vide, 5 000 roubles, plus des travaux, 8 000 roubles. Et puis, il y a eu de multiples investissements, qui se sont terminés par un arbre à cames et la vente, parce qu'à l'époque, les forces et l'argent pour le faire n'étaient pas, et ne voulaient pas être. Qui a raison? Même les propriétaires les plus fidèles au modèle admettent qu'au bout de 200 à 300 000 km, il faut s'attendre à de sérieux problèmes avec les unités principales, et en premier lieu avec la turbine et la culasse. La turbine et les injecteurs d'une voiture ne sont pas bon marche, et que se passera-t-il ensuite? Chaque unite a une durée de vie, et ici, ils servent environ 200 à 250 km, à ce jour, le kilométrage est de 300 à 1000 km,
Suis le seul propriétaire, et j'ai donc parcouru tous ces kilomètres moi-même. La turbine est en train d'ordonner sa vie, et la consommation d'huile commence. Mon ami a la même voiture, 2013, automatique, kilométrage 270 000, dans les mêmes mains, et il n'a rien fait du tout avec elle, cependant. La consommation d'huile a également commencé, ainsi que la turbine, la culasse est fissurée après 300 000 km en raison d'une surchauffe locale, et la soudure n'est pas une option, la culasse est remplacée, et je dirais que ce n'est pas si bon marche. Parallèlement, tous les 80 à 100 000 km, il est recommande de changer les courroies de distribution et les courroies d'entraînement. Des équipements montent, ainsi que les galets, faute de quoi une rupture est possible, entraînant inévitablement le remplacement de la culasse, ce qui représente au moins 200 à 250 000 roubles. Parmi les autres pannes courantes, citons la défaillance du compresseur du climatiseur et de la crémaillère de direction. Il y a beaucoup de références aux problèmes électriques, les problèmes électriques sont le principal problème. La voiture a été au service plus souvent que la Mercedes SLK 2012 ou la Chevrolet Tahoe 2016, beaucoup plus souvent, et elle a été remorquée 10 fois. Le cerveau du moteur, Webasto, Parktronic, la pompe à essence, le câblage, la boîte à fusibles avait des pépins, le câblage du Parktronic avant était effiloche, la serrure de la trappe du réservoir d'essence était bloquée, les rétroviseurs chauffants en grille. Le plus désagréable, c'est l'interrupteur à palette, car le deuxième fusible en bas à gauche grille, et tout l'électrique est coupe, le moteur s'arrête. Et si vous ne savez pas quel fusible est le bon, vous aurez beaucoup d'émotions sur les grandes autoroutes où vous ne pouvez pas vous arrêter sur le code de la route. En même temps, les propriétaires considèrent que les coûts de l'entretien, des réparations courantes et du fonctionnement en général sont assez élevés, de même que le coût des pièces de rechange d'origine, ça fait beaucoup, parce qu'ici il y a de l'huile, ici un phare, ici un amortisseur, ici un treuil, ici un billet de 10, là un billet de 20, mais ça s'additionne. Il y a aussi des extrêmes sauvages dans ce modèle, radiateur 35 000, ventilateur 50 000, rétroviseur 12 000, phare arrière 12 000. Un jeu de frein à disque arrière au lieu de tambour 55 000, amorti tout autour 40 000, caoutchouc AT 48 000, la voiture est chère à réparer. La grenade coûte environ 20 000 roubles, et seulement l'original, de nombreuses pièces de rechange sont propres et seulement originales. La réparation de la boîte coûte 70 000 roubles, mais elle est chez des amis, j'ai une année de réparation et de réglage de 150 000 roubles, je voyage 30 000 km par an, le diesel est exactement 10 litres, c'est encore 150 000 sur le carburant, le total de 10 roubles km. 100 km parcourus, 1000 roubles dépenses. D'ailleurs, les plaintes selon lesquelles il est difficile de trouver des pièces qui ne sont pas d'origine ou qu'elles ne sont tout simplement pas disponibles, que les pièces d'origine sont chères et qu'il faut donc chercher les pièces et les appareils nécessaires. Dans les parcs à ferraille, et cela, comme vous le comprenez, est une loterie, sont assez fréquentes. La seule chose qui console de la douleur de se séparer de son argent durement gagne en cas d'achat de pièces détachées d'origine. Qu'elles peuvent être qualifiées de « ressources », capables de sortir autant que l'unité installée à l'usine. Et il y a aussi une certaine contradiction. D'une part, les propriétaires assurent que la seule garantie d'un bon fonctionnement est un entretien opportun et de qualité, et de préférence non pas selon le calendrier du constructeur automobile, mais plus souvent, tous les 10 à 12 000 km. D'autre part, il y a beaucoup d'histoires sur la mauvaise qualité du travail des services officiels, avec des factures manifestement gonflées, achetées au Mokoroka, c'est oublier les fonctionnaires. Ces contrôles. En tout état de cause, si vous achetez sur le marché secondaire un Amarok de plus de 100 à 150 000 km, vous devez être prêt à réaliser un investissement financier important. Les commentaires les plus négatifs sont exprimés par les propriétaires qui ont acheté l'Amarok comme substitut de la Jeep. Tout d'abord, ils se plaignent des inconvénients liés à l'utilisation de cette voiture en ville. Ils objectent à juste titre, c'est lourd en ville? Il s'agit donc d'un pick-up, d'une voiture destinée à des usages spécifiques, et non à la conduite en ville. Avec une telle logique, il est difficile pour un avion de voler en ville, d'atterrir sur l'avenue, si vous devez transporter du matériel, des matériaux de construction, vous rendre dans des régions sauvages éloignées, cette voiture est faite pour vous. Si vous essayez d'acheter l'Amarok comme une grosse Jeep, mais moins chère, je ne vous le recommande pas tout de suite, la chose la plus importante, un pick-up doit être comparé à un autre pick-up, pas à une voiture ou à une Jeep.
Une Jeep sera plus confortable en termes de suspension arrière, de frein, d'équipement, de siège, de coffre. En bref, si vous n'utilisez pas de planche, ne torturez pas Wolf et vous-même, prenez une Jeep ordinaire, Cruzac, Pajeric, Touareg, Discovery, XC90 ou autres, et toutes seront plus douces, plus rapides, plus silencieuses et plus confortables pour tous les jours. Mais ceux qui ont d'abord compris pourquoi ils avaient besoin d'un pick-up, évaluent la voiture de manière purement positive. Si vous vous êtes assis dans d'autres pick-up de taille moyenne, vous apprécierez immédiatement l'intérieur spacieux du Volkswagen Amarok. Il s'agit d'une voiture confortable pour les longs trajets, et non d'une bête de somme, conçue selon le principe, pour un pick-up. Et ainsi de suite, je ne peux pas me plaindre et je ne me plaindrai pas de la voiture, je l'ai prise à certaines fins, tourisme, construction. Elle a répondu aux attentes. Je la conduis toujours. En fait, tout cela déterminait l'utilisation optimale du VW Amarok. Pendant cette période, je l'ai conduit en Crimée, à Sotchi, en Abkhazie, à Kola, à Teriberka. Je conduis une moto tout-terrain, un jet-ski sur pied, un bateau et des motoneiges sur la remorque. Je l'utilise pour la construction, lorsque Petrovich ne livre pas. Cette voiture me donne envie de voyager de plus en plus, et son potentiel me permet de me balancer sur des points éloignés de la carte. Sans penser à la complexité du chemin et à l'état des revêtements routiers sur la route. Nous avons parcouru ensemble de nombreuses routes de Russie continentale, de Crimée, de Kola, du centre et de Ribachi, du Caucase, de Géorgie, d'Arménie et d'Iran. Même si une personne est paresseuse, ce bel homme l'oblige à mener une vie active. Avec son apparition dans la famille sont apparus les hobbies du vélo, des SUP-bord, des kayaks, des skis, de la pêche, à tous ceux qui aiment l'extrême avec le confort, les propriétaires de maisons de campagne, les pêcheurs-chasseurs, les propriétaires d'entreprises liées à une logistique sans fin. Je recommande chaleureusement l'Amarok. Cette bête de somme nous aide à transporter du bois de chauffage jusqu'à l'établissement de bain, à livrer des matériaux de construction de grande taille et surdimensionnés, à sortir des bûchils des compagnons de voyage coince en Carolie, à transporter des marchandises jusqu'aux magasins et aux terminaux du TC et n'a jamais fait défaut, en partie grâce à l'attention et aux soins constants de mon mari. Pour la pêche-chasse, la voiture est presque idéale. Pour le travail, si les fixations de la carrosserie sont un peu améliorées, elle est également très bien. En ce qui concerne le tout-terrain extrême, tout n'est pas si simple. D'une part, de nombreux propriétaires sont ravis de la praticabilité. Avec la praticabilité, tout est en ordre, en hiver on passe partout, sur la neige d'1 mètre d'épaisseur, on rampe comme sur des rails, avec des bloqueurs inclus, je ne me suis coince nulle part une seule fois, mais aussi dans les marécages et dans les bois, je n'ai pas fait d'efforts particuliers. J'ai parcouru des chemins de terre montagneux avec des pierres, et quelquefois dans la région d'Astrakhan sur les inondations, et exerce dans les cours d'eau en crue. Avec des pneus ordinaires, je glissais, mais j'ai réussi à passer. D'autres avertissent, si vous allez dans la nature, faites le plein d'un morceau de rail de 200 kg. Cela ne fait pas de mal de l'avoir dans le coffre, sinon courez chercher un tracteur. En réalité, personne n'utilise le VW Amarok dans les trophées, car il est très difficile de le modifier, la course de la suspension est faible, les dimensions sont importantes et l'essieu arrière n'est pas charge, c'est le principal problème en hiver dans les congères profondes et lorsque l'on tente de prendre d'assaut un champ de neige. Son rôle est donc de vous emmener rapidement, confortablement et, avec style, là où les parquettes seront déshonorées et les parts choc perdu. En conclusion, le Volkswagen Amarok présente des atouts indéniables, tels que sa robustesse, son confort et ses performances sur route. Cependant, il est également important de considérer certains inconvénients, comme son prix élevé et sa consommation de carburant. En pesant soigneusement ces 5 raisons, vous pourrez prendre une décision éclairée qui correspond à vos besoins et à votre style de vie. Que vous choisissiez d'acheter ou non ce véhicule, l'essentiel est de faire un choix qui vous satisfera pleinement.